Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, une exploration d'un sujet captivant et parfois controversé, le statut juridique du Sahara marocain. Aujourd'hui, on se penche sur le livre L'argument juridique du Sahara marocain, écrit par Constant sans sophisme. Oui, Constance Sophisme n'est pas un auteur comme les autres, il est conseiller et analyste indépendant, et son livre est le fruit d'une longue carrière entre diplomatie droit et des liens personnels avec la région. D'accord. Son objectif est clair, démontrer la solidité juridique de la revendication marocaine sur le Sahara. Comme toujours, on est là pour vous donner toutes les clés pour comprendre ce débat en s'appuyant sur l'histoire et les arguments avancés, à vous ensuite de vous forger votre propre opinion. Absolument. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que sans sophisme nous dit sur le contexte historique du Sahara? Dès les premières pages, Sans sophisme nous plonge dans des siècles de présence marocaine au Sahara. Il évoque la reine berbère Caïna, unissant les tribus contre les invasions étrangères, puis il nous emmène à l'époque des dynasties idrissides et almoravides qui ont étendu leur influence jusqu'au cœur du Sahara. C'est fascinant de voir comment il utilise ces événements pour construire son argumentation, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour la revendication marocaine aujourd'hui? L'idée de Sans sophisme est de montrer une continuité, une présence constante du Maroc au Sahara. Pour lui, ce n'est pas une invention coloniale, mais l'aboutissement de siècles d'interactions d'alliances et d'une influence politique et culturelle indéniable. Et la fameuse Marche verte de 1975, comment s'inscrit-elle dans ce récit historique? Ah, la marche verte pour Sans sophisme, c'est bien plus qu'un simple événement historique. Il la présente comme la manifestation d'une volonté populaire, un élan national, qui confirme ses liens ancestraux. Imaginez 350 000 Marocains marchant pacifiquement vers le Sahara pour affirmer leur attachement à ce territoire. C'est vrai que l'image est forte, mais le livre ne se contente pas de l'histoire. Il s'attaque aussi au droit international, n'est-ce pas? Exactement. Et là, Sans sophisme nous se prend avec ce qu'il appelle la brochette onusienne. La brochette onusienne. Je crois qu'on a besoin d'explications pour nos auditeurs. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une série de conventions et de résolutions des Nations Unies, souvent oubliées ou mal interprétées, qui, selon Sans sophisme, plaident en faveur du Maroc, par exemple des conventions sur les télécommunications, les successions territoriales ou encore les principes de décolonisation. C'est un peu comme s'il avait trouvé des indices cachés dans les archives de l'ONU pour reconstruire le puzzle juridique du Sahara. C'est une image qui lui plairait sûrement. Sans sophisme est un fin stratège juridique et il démontre une grande maîtrise du droit international. Et l'avis de la Cour internationale de justice de 1975, comment sans sophisme l'analyse-t-il? C'est un moment clé du livre. Sans sophisme critique la CIJ pour ne pas avoir pris en compte tous les arguments du Maroc, notamment ceux basés sur le droit islamique et des pratiques traditionnelles comme la beya, le serment d'allégeance. La Beya, peux-tu nous en dire un peu plus? Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient familiers avec ce concept. Bien sûr, la beya est un pacte d'allégeance, une pratique ancienne dans le monde musulman qui scelle un lien entre un dirigeant et son peuple. Sans sophisme l'utilise pour démontrer une forme de reconnaissance historique de l'autorité marocaine par les tribus sahariennes. Intéressant, sans sophisme reproche donc à la CIJ d'avoir appliqué une grille de lecture trop occidentale, trop rigide, à une situation qui s'ancre dans des traditions et des réalités locales. Exactement. Et c'est ce qui rend le livre de Sans sophisme si pertinent. Il nous oblige à nous interroger sur les différentes perceptions de la souveraineté, sur les héritages historiques et sur les subtilités d'un débat juridique, qui ne peut se résumer à une simple application du droit international moderne. En somme, Sans sophisme, dans cette première partie de son livre, nous propose une lecture historique et juridique qui défend la légitimité de la revendication marocaine sur le Sahara. Oui, et il le fait avec brio en combinant une analyse pointue du droit international, une connaissance profonde de l'histoire de la région et une sensibilité aux traditions locales. Il parvient à construire un argumentaire solide et convaincant. Et ce n'est que le début de notre exploration. Dans la prochaine partie, on se penchera sur les autres arguments de Sans sophisme, notamment sur la question de la participation démocratique au Sahara. Restez avec nous. J'ai hâte de poursuivre cette discussion. Après cette plongée dans l'histoire et le droit sans sophisme nous amène à examiner un aspect souvent négligé dans les débats sur la souveraineté et la participation démocratique. Oui, il ne s'agit pas seulement de revendiquer un territoire, mais aussi de voir comment il est gouverné. Qu'est-ce que Sans sophisme nous dit à ce sujet? Eh bien, il affirme que le Maroc ne se contente pas d'affirmer sa souveraineté sur le Sahara, il la met en pratique en donnant aux populations sahariennes une voix au chapitre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il souligne la création de conseils régionaux, élus dotés de pouvoirs importants, dans des domaines clés comme l'éducation, la santé ou le développement économique. Il mentionne également les conseils communaux, qui permettent aux habitants de participer aux décisions locales. C'est intéressant, donc au lieu d'imposer une vision centralisée, le Maroc encourage la participation des Sahraouis à la gestion de leurs propres affaires.
Exactement. Sans-sophisme nous montre que la participation démocratique au Sahara n'est pas un vain mot, mais une réalité concrète. Il cite des exemples de projets mis en place par ces conseils dans des domaines comme l'agriculture, le tourisme ou l'artisanat. C'est une approche qui change la donne. Mais certains pourraient dire que ces conseils ne sont que des façades sans réel pouvoir. Comment Sans-sophisme répond-il à ces critiques? C'est une question pertinente. Sans-sophisme reconnaît que le processus est en cours, mais il insiste sur le fait que ces conseils ont un impact réel sur la vie des Sahraouis. Il met en avant leur rôle dans l'allocation des ressources, la planification du développement local et la résolution des problèmes quotidiens des habitants. Donc pour lui, la participation démocratique est un processus en évolution qui s'ancre dans la réalité du terrain. Ah oui, et c'est un élément important de son argumentation. Il cherche à démontrer que le Maroc s'engage dans une démarche de gouvernance inclusive où les Sahraouis sont des acteurs à part entière du développement de leur région. Passons maintenant à un autre aspect crucial, le développement économique du Sahara. On a souvent l'image d'un territoire aride et désertique, mais quand on dit sans-sophisme. Sans-sophisme nous invite à dépasser les clichés. Il met en lumière la richesse des ressources naturelles du Sahara, bien sûr les phosphates, mais aussi le potentiel en matière d'énergie renouvelable, de pêche, d'agriculture et de tourisme. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler du potentiel du Sahara en matière d'énergie solaire, par exemple. Absolument. Et Sans-sophisme ne se contente pas de lister les potentialités. Il présente des projets concrets lancés par le Maroc pour développer ces ressources, des projets qui s'inscrivent dans une vision à long terme de développement durable. Donc pour lui, le développement économique du Sahara n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'améliorer la vie des Sahraouis. Exactement. Il insiste sur la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie et la nécessité d'une croissance économique qui profite à tous les habitants du Sahara. Il aborde aussi la question de la culture. N'est-ce pas, le Sahara, ce n'est pas seulement un territoire. Et des ressources, c'est aussi une identité, un patrimoine. Oui, et c'est un point important pour Sans-sophisme. Il nous rappelle la richesse et la diversité de la culture saharienne, un mélange d'influences arabes, berbères et africaines. Il parle de la tradition orale, des arts, de l'artisanat, de la musique, de la danse. C'est fascinant. On a l'impression qu'il nous emmène en voyage au cœur du Sahara pour découvrir ces trésors cachés. C'est exactement ça. Sans-sophisme veut nous faire comprendre que le Sahara marocain est un carrefour de culture, un lieu de rencontre et d'échange, et que cette dimension culturelle est indissociable de la question de la souveraineté. En somme, il nous offre une vision du Sahara qui va au-delà des aspects politiques et économiques. Tout à fait, il nous encourage à prendre en compte la complexité de la situation, à écouter les voix des Sahraouis et à reconnaître la richesse de leur culture et de leur histoire. Sans-sophisme nous emmène maintenant sur un terrain plus délicat mais crucial, la dimension géostratégique du Sahara. Oui, on parle d'une région au carrefour de plusieurs enjeux: sécurité, stabilité, coopération internationale. Comment Sans-sophisme aborde-t-il cette complexité? Il souligne la position géographique stratégique du Sahara, une zone sensible exposée à des menaces comme le terrorisme ou le trafic de drogue. Face à ces défis, Sans-sophisme met en avant la stratégie mise en place par le Maroc pour garantir la sécurité et la stabilité. Et quelle est cette stratégie? Elle s'articule autour de 3 axes principaux: le renforcement des capacités militaires et de surveillance, la coopération avec les pays voisins et les partenaires internationaux, et le développement socio-économique de la région. Sans-sophisme donne des exemples concrets: la mise en place de systèmes de surveillance sophistiqués, la création de bases militaires, la participation à des opérations antiterroristes conjointes. On comprend donc que pour Sans-sophisme, la souveraineté du Maroc sur le Sahara implique aussi une responsabilité, celle de garantir la sécurité non seulement du territoire, mais aussi de toute la région. Exactement. Il montre que le Maroc joue un rôle actif dans la lutte contre les menaces transnationales en collaborant avec ses partenaires pour assurer la stabilité et la paix au niveau régional. Sans-sophisme insiste aussi sur un autre aspect, la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine. Oui, et il décrit une véritable stratégie diplomatique pour obtenir le soutien de la communauté internationale, le plaidoyer juridique, la coopération en matière de sécurité, la promotion du développement socio-économique. Tout est mis en œuvre pour convaincre. Et cette stratégie semble porter ses fruits. Non, on voit de plus en plus de pays exprimer leur soutien au Maroc sur la question du Sahara. Oui, Sans-sophisme met en avant l'ouverture de consulats dans les provinces du Sud par plusieurs pays, ainsi que les résolutions de l'Union africaine et de la Ligue arabe qui reconnaissent la souveraineté marocaine. Il est intéressant de voir comment Sans-sophisme relie tous ces éléments, l'histoire, le droit, le développement, la sécurité, la diplomatie, nous offre une vision complète et complexe du Sahara marocain. Et il le fait avec beaucoup de conviction. Il défend l'idée que le Sahara est marocain de droit, mais aussi de fait grâce à l'engagement du Maroc pour le développement et la sécurité de la région. Alors au final, que faut-il retenir de ce livre, de cette plongée dans l'argument juridique du Sahara marocain?
Sans-sophisme nous invite à aller au-delà des discours simplistes et des positions figées. Il nous pousse à prendre en compte la complexité de la situation, à nous informer, à réfléchir par nous-mêmes. Oui, et surtout à ne pas oublier la dimension humaine de ce débat derrière les arguments juridiques, les enjeux géostratégiques. Il y a des hommes et des femmes qui vivent au Sahara et dont l'avenir est en jeu. Absolument, c'est un point crucial que Sans-Sophisme souligne dans son livre et nous rappelle que la recherche d'une solution durable au conflit doit prendre en compte les aspirations et le bien-être de tous les Sahraouis. Merci pour cette analyse éclairante. Et à vous, chers auditeurs, nous vous invitons à poursuivre la réflexion, à vous informer et à vous forger votre propre opinion sur ce sujet complexe et passionnant qu'est le Sahara marocain. À bientôt pour une nouvelle plongée.